Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Les débats maintenant avec vous, évidemment. On va revenir sur le discours de politique générale de François Bayrou, le Premier ministre, hier à l'Assemblée nationale, qu'il remet le sujet des retraites en chantier avec les partenaires sociaux. Beaucoup de sujets, évidemment, politiques. Et puis la natalité française, toujours en berne et sans aucun rapport. Mais néanmoins, on peut s'interroger sur ce chiffre. Plus d'1 million de Français ont consommé de la cocaïne en 2023. C'est un chiffre important et qui n'est pas sans conséquences. Pour commenter ces sujets, Najwa El Haïty, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes docteur en droit public, vous avez publié Laïcité et République chez l'Harmattan. Jean-Baptiste Moreau, vous êtes porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Bonjour. Vous êtes ancien agriculteur. Ouais. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Bonjour à vous. Bonjour Valérie, et bonjour Franck à tous. Dedieu qui est en train d'arriver, rédacteur en chef à Marianne. Bonjour. Bravo, c'est un bonjour sur le fil. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et vous vouliez, on va commencer avec vous, Najwa, puisqu'on suit l'émission Média. Oui. Et c'est un coup de gueule qui concerne un reportage qui a été diffusé dans 7 à 8 dimanche dernier, qui a été retiré de TF1. Alors je vous laisse pitcher votre coup de gueule. Alors pour moi ce sera un double coup de gueule concernant l'escroquerie au sentiment, mais également le harcèlement sur les réseaux sociaux. Alors je rappelle quand même les faits, et là je prends ma casquette d'avocate. Donc elle s'appelle Anne, et elle pensait aider un Brad Pitt, gravement malade, en lui versant la somme de 830 000 €. Au total, sur plusieurs... Au total, oui exactement. Pas en une seule fois, mais enfin on est d'accord, mais quand même, la totalité atteint cette somme quand même extrêmement importante. Et cet exemple n'est pas unique et il n'est pas drôle parce que Anne a subi du cyberharcèlement et je reviendrai là-dessus, et également des moqueries qui sont pas acceptables. Alors, il y a pléthore d'exemples. Je me souviens, moi, de Florent Pagny, qui, sur Twitter, de manière exceptionnelle, a alerté ses fans de ce type d'escroquerie au sentiment. Il venait en effet d'apprendre qu'une de ses fans avait versé elle aussi plusieurs centaines d'euros. Parce que elle pensait qu'il était malade, qu'il avait du mal à s'en sortir financièrement du fait de la maladie, et donc elle aussi a été piégée. Et je revois Florent Pagny sur les réseaux sociaux alertant sur ce type d'escroquerie au sentiment et alertant aussi sur la dangerosité de l'utilisation de l'intelligence artificielle par ces escrocs en fait, qui utilisent par ce biais-là le timbre de voix de l'artiste, mais également ses images. Donc c'est très réaliste. Alors, et ils sont très doués. On avait reçu Jean-Jacques Latour qui travaille pour cyber.gouv. Je vais vous retrouver le site, mais qui expliquait que ça se faisait sur des mois et des mois, avec une première approche avec mon compte est bloqué, est-ce que tu peux m'envoyer 100 € ou 100 $? La personne envoie 100 $, elle rembourse les 100 $, et puis après ça passe à 300 qui rembourse. Donc vous êtes dans une relation de confiance, et effectivement se moquer de cette femme est ignoble. C'est ignoble parce que cette victime, comme il y en a d'autres, subit un triple préjudice. Premier préjudice financier. Deuxième préjudice moral, donc émotionnel quand même. On parle de cette femme comme ayant eu 3 tentatives de suicide, actuellement hospitalisée. C'est terrible. Et à côté de ça, j'arrivais dans les studios et je vois encore qu'il y a des railleries, des moqueries malgré cette information et l'information selon laquelle la victime est d'une extrême vulnérabilité. Et ça continue. Alors l'escroquerie, et j'en terminerai par là, sentimentale, c'est une centaine de personnes par jour qui sont victimes. C'est quand même un chiffre important qui sort de l'organisation gouvernementale de prévention des arnaques en ligne. Donc on ne le dira jamais
assez. Il ne faut jamais répondre aux sollicitations financières sur Internet, hormis bien sûr concernant les transactions commerciales qui sont sécurisées. Mais hormis cela, ne cédez pas à ces sollicitations-là. Mais c'est de l'arnaque sentimentale, vous l'avez dit, parce que ça commence avant de demander de l'argent par une relation de mise en confiance, de relation amoureuse. Mais c'est très juste que vous dites. L'argent arrive beaucoup plus tard. Tout à fait. Et il y a une sorte de c'est une stratégie qui est mise en place. Donc ils essayent plein de cibles et puis vous tombez sur une personne vulnérable qui est mal dans sa vie, qui d'un seul coup trouve quelqu'un qui lui répond, qui fait attention à elle. C'est assez terrible. Et puis effectivement les moqueries, c'est absolument abominable. Je sais pas. Oui. Non, et puis surtout, il faut être très très vigilant parce que tout le monde peut tomber dans ce type d'arnaque. Alors plus ou moins habile et plus ou moins avancé, mais franchement, je comprends pas trop les moqueries. Enfin, je veux dire, en plus, vu le volume d'argent qu'elle a perdu dans l'affaire, je pense que le mieux c'est de faire profil bas et effectivement rendre public qui elle était et tout ça. Je suis pas sûr que c'était quelque chose à faire. Je sais pas si ça sert beaucoup le journalisme globalement. Alerter sur ces arnaques, oui, il faut le faire. Mais nommer la personne en question, je suis pas sûr que c'était très utile. C'est elle qui a voulu témoigner. Après, oui, mais les journalistes peuvent quand même discriminer si c'est utile ou si c'est plutôt néfaste pour elle, quoi. Une auditrice me dit: j'ai vu une vidéo d'une femme qui croit parler à un homme via une visio et l'arnaqueur parle en direct sur une fausse vidéo. C'est hyper bien fait. Avec l'IA, ça vous fait sourire? Non, mais ça me fait sourire. Enfin, ça m'entriste, mais c'est vrai que je suis frappé par maintenant le nombre de sollicitations extraordinaires dont on peut faire l'objet en termes d'arnaque. Moi-même, je me suis fait arnaquer il n'y a pas très longtemps. Vous allez vous foutre de moi. Parce que je reçois un courriel de la Sécurité sociale me demandant en fait de mettre à jour ma carte vitale parce que j'ai pas de photos sur ma carte vitale. Objectivement, aujourd'hui, je n'ai pas de photos sur ma carte vitale. Donc je me dis, normal, ils mettent les trucs à jour. Il me dit, c'est gratuit. En revanche, il faut juste payer les frais de port. Ça devait être 2,90 €. Et comme un andouille, je paie ça. Et puis, au moment où vous appuyez sur le bouton du paiement, vous dites, je pense que je me suis fait arnaquer. Et puis ça n'a pas loupé, évidemment, ça n'avait rien à voir avec la sécurité sociale. Sauf que le site était tellement bien fait. Je me suis fait avoir avec Antaille, avec les amendes par. Alors voilà, les amendes, les sociétés de livraison, le Bon Coin aussi qui met des fausses, dont certains mettent des fausses annonces. Et les livraisons, votre colis ne rentre pas dans votre boîte aux lettres. Mondial Relais, etc. C'est incroyable. Donc il faut effectivement être extrêmement vigilant. Moi, j'ai vécu exactement la même mésaventure que vous, puisque au moment d'appuyer, il y a une petite voix qui me dit attention, ne le fais pas. Et effectivement, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu évidemment largement tomber dans le panneau. Évidemment, c'est loin d'être risible et au contraire, il faut insister sur la prévention. Moi, ce qui est un peu effrayant dans cette histoire, c'est que vous apercevez que il y a une ingéniosité entre gros guillemets de ces arnaqueurs, mais il y a aussi une avance technologique qui est effrayante. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est parce que finalement la course entre le gendarme et le voleur, c'est millénaire, si j'ose dire. Sauf que là, on a l'impression, il faudrait pas donner l'impression aux auditeurs que les voyous ont toujours une longueur technologique d'avance. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas assez vraiment calé sur ces questions-là, notamment en termes de législation, mais effectivement, il faut absolument que ça soit dissuasif et qu'il y ait des opérations coup de poing, un peu comme ça se fait sur la route. On fait des opérations coup de poing, et bien là, c'est pareil. Sauf que ce sont des gens, c'est ça. Là, en l'occurrence, l'homme se faisait également passer pour Canurive et il est au Nigeria. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Franck Dedieu. Vous êtes rédacteur en chef à Marianne. Le nouveau Marianne est arrivé, ou il arrive demain en kiosque plus précisément. Comment le milliardaire trumpiste fait rêver une partie de la France. Et c'est Elon Musk qui est à la une. Et il y a également un dossier consacré à Alger, à lire évidemment, à découvrir demain dans Marianne. Benoît Perrin, vous êtes directeur de Contribuables Associés. C'est bien, on a besoin de vos lumières
pour voir comment on va pouvoir avancer avec ce budget. Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture et Stratégie. Je rappelle que vous avez été agriculteur. Et Najwa El Haïty, docteur en droit public. Et votre dernier livre, Laïcité et République, est paru chez L'Harmattan. On va revenir évidemment sur le discours de politique générale du Premier ministre. Il y en a pour tout le monde. C'est flou, c'est un petit peu ce qui ressort aujourd'hui dans la presse. Bref, on va commenter tout ça dans un instant. Continuons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jean-Baptiste, c'est local. C'est local, puisque je viens de Creuse ce matin. Je suis parti à 5h30 au train, donc excusez pour la fatigue et peut-être les quelques bafouillés qui vont venir. Vous avez pris des risques. Ouais, et il était à l'heure. Figurez-vous qu'il était à l'heure incroyablement, parce que c'est la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, et celle-là, je peux vous dire que quand elle a moins d'une demi-heure de retard, elle est à l'heure. Et aujourd'hui, il était parfaitement à l'heure. Donc, il faut savoir dire quand les trains arrivent à l'heure aussi. Il n'y a pas que votre ligne. Hein. Il y a la Vierzon-Nevers. Oui, c'est la même. C'est la même, puisque nous, on rejoint Vierzon, Orléans. C'est la même ligne. Après, la Vierzon, elle diverge vers Clermont-Ferrand. Et celle-là, effectivement, elle est encore pire que la nôtre, je pense. Ouais, mais c'est justement là-dessus que je veux intervenir, parce que voilà, je viens de la Creuse. Hein. J'ai été député de la Creuse pendant 5 ans. Et on est confronté très régulièrement, fermeture de lignes ferroviaires. Voilà, effectivement, on a un problème démographique avec une chute de la population qui continue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'exode rural comme ça a été le cas pendant des dizaines d'années, mais on a une population tellement vieillissante que les arrivées suffisent pas à compenser à la fois les départs et les décès des personnes âgées. Donc on a une population qui décline et des services publics qui s'en vont. Et on fait partie, dans le discours de politique générale d'hier de François Bayrou, il a parlé de cette France-là, il a parlé de la France des Gilets jaunes, mais c'est celle-là la mienne de France. Et ces gens-là, ils en ont un peu ras-le-bol d'entendre les décideurs, on va dire, parisiens leur expliquer que oui, il faut les prendre en compte, et qu'ils voient tous les jours un service public qui ferme. Et là, c'est la ligne, par exemple, de train qui a été annoncé fermé entre Guéret et Felletin. J'étais au vœu du maire de Felletin hier soir. Felletin, c'est dans le sud de la Creuse, c'est une charmante ville du sud de la Creuse, avec Aubusson et les tapisseries qui sont des attraits touristiques pour le département. Et on a aujourd'hui la ligne qui fait Guéret et Felletin qui va fermer. À Felletin, on a le lycée des métiers du bâtiment qui est un lycée à renommée nationale, voire internationale, qui forme dans les nouvelles technologies du bâtiment notamment, où l'État et la région viennent de mettre plus de 80 millions d'euros pour le rénover. Et aujourd'hui, les élèves, ils vont arriver de Paris à la Souterraine, ils vont être obligés de prendre des bus parce qu'il y aura plus de train pour aller jusqu'à Felletin, en sachant que les bus sont pilotés par la région, et que si jamais votre train il a une demi-heure de retard, le bus il est déjà parti. Voilà, donc tout ça contribue, on va dire, à pousser les citoyens de ces endroits-là dans les bras des populistes et des démagogues, parce que aujourd'hui ils se sentent plus du tout des citoyens comme les autres, quoi. Ils se sentent des sous-citoyens dont on tient pas compte. Ils payent des impôts comme tout le monde, mais en face, ils ont de moins en moins de services publics. Et après, il faut rationaliser. Bien sûr que quand on n'a plus de public, il n'y a plus de public à servir, donc il n'y a plus de services publics. Mais on manque dans ce pays de politiques qui ont une vraie vision d'aménagement du territoire. Depuis la fin de la DATAR dans les années 2000, on n'a plus aucune logique d'aménagement du territoire. On se contente d'accompagner les logiques de métropolisation. On a des métropoles qui sont embolisées au dernier des degrés. Nous, notre capitale régionale, Bordeaux, ça devient impossible de se loger dans Bordeaux. Donc les gens qui travaillent à Bordeaux se logent à l'extérieur. Donc vous avez des bouchons, vous avez de la pollution. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces territoires interstitiels entre les métropoles ? Le désert français, c'était un livre qui a eu un certain succès, mais on est en train on n'a pas de politique avec des vraies visions d'aménagement du territoire, pas de politique qui savent ce qu'ils veulent faire avec ces territoires-là. On a besoin d'économies sur ces territoires. Il y a de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on attend je sais pas. Il faut investir parce que le non-investissement aujourd'hui, il coûte très cher au final. Parce que aujourd'hui, on a un déficit de logements dans les métropoles, donc on va construire avec des logements qui sont hyper chers, qui coûtent hyper cher à construire. Nous, on a pendant ce temps des maisons qui sont en train de tomber en ruine. Enfin, je veux dire, il y a des logiques même économiques à ce que ces territoires-là fassent l'objet d'une attention particulière. Je dis pas de surinvestir, mais d'investir à la hauteur qui est nécessaire. Aujourd'hui, avec la technologie qui avance, il y a des véhicules autonomes, il y a des trains autonomes même qui sont beaucoup moins
moins lourds, même des trains sans conducteur qui sont en train d'arriver sur le marché. Sauf que si les voies, elles sont hors d'usage, vous pourrez plus mettre de train dessus. Mais y compris ces trains-là qui nécessitent peut-être un peu moins de personnel et qui coûtent peut-être un peu moins cher en fonctionnement. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un abandon de ces territoires. De ces territoires qui en réaction, finissent par voter aux extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, pour manifester le fait, pour essayer de se faire entendre et de dire qu'ils existent encore et qu'ils aimeraient bien qu'on ait autre chose que des discours envers eux, mais des actions. Parce que moi, j'ai connu ces villages du centre de la France où il y avait une usine, il y avait des cafés, il y avait des choses. On avait des trains. Il n'y a plus de trains. On a des personnes de plus en plus âgées qui n'ont pas de mobilité. La mobilité sur ces territoires-là devient un vrai problème. Enfin, ça devient un vrai souci. Oui, vous avez développé une problématique un peu démographique en disant elle nous dessert. Et vous avez tout à fait raison, elle vous dessert. Mais il faut quand même rappeler un certain nombre de bases. C'est-à-dire que le service public, il a un caractère universel. Il est fondé sur l'égalité de traitement entre les citoyens, quelle que soit la zone. Et l'aménagement du territoire dont vous parlez, c'est un élément essentiel de la République. Le service public, c'est l'égalité de traitement. On ne peut pas, c'est pas une sorte de retour sur investissement. Cette équation-là, ce retour sur investissement, bien sûr qu'il faut l'avoir. Mais il y a aussi une logique de principe. C'est l'égalité de traitement. C'est un cercle totalement vicieux parce que moins vous avez de services publics, moins vous avez d'attractivité. Aujourd'hui, si vous n'avez plus de crèches dans ces territoires-là parce que les collectivités n'ont pas les moyens de les payer, vous n'avez plus de familles qui vont vouloir venir s'installer. Ajoutez aussi les aires médicaux. Donc effectivement, là où je pense que Jean-Baptiste dit quelque chose de très juste et qu'il faudrait vraiment, mais dans une logique de très long terme, poser clairement. C'est la deuxième équation. Vous avez parlé d'équation démographique, c'est l'équation budgétaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez demain faire des économies si vous développez ces zones. Vous avez par exemple en Allemagne un tissu industriel qui est présent dans ces territoires-là. Vous avez des économies à faire sur le plan immobilier, de pouvoir d'achat pour les ménages. Et vous n'avez pas besoin de construire dans ces zones-là, il y a juste besoin de faire revendre des maisons. Absolument. Et de financer des rénovations en plus écologiques qui coûteraient un peu cher à l'État, mais qui auraient un retour sur investissement évident. Donc c'est vrai que c'est pas une logique finalement simplement de coût, c'est une logique de vision. De vision et quelque part de terme. Si on décide d'agir, de faire un budget où on se bataille pour avoir en 2025 en janvier 2025 le budget, effectivement, on n'est pas capable de se dire dans 20 ans, on prend des décisions, des politiques démographiques, d'aménagement du territoire qui sont à cette échéance-là. Et les politiques d'aménagement du territoire, c'est des visions de long terme, mais c'est globalement en politique où aujourd'hui on vise à 2, 3 ans, 5 ans, voire 3 mois en ce moment, plutôt d'ailleurs, et on n'a plus aucune vision de moyen et long terme. Et du coup, le citoyen, il se retrouve plus, et donc il vote de façon épidermique en fonction de son humeur du moment, puisqu'il n'a plus d'homme politique qui lui propose une vision et qui le projette dans le temps. Non, mais la situation, on évoque les déserts médicaux, on évoque, encore une fois, je connais vraiment bien toute cette région du centre de la France, il n'y a pas de médecin, vous êtes autour de Bourges, vous n'avez pas de kiné, il n'y a pas de kiné, il n'y a pas de diabétologue, il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Et pendant ce temps, on peut même y ajouter les tribunaux, parce que je vois dans certaines villes, vous êtes obligés de faire des kilomètres pour aller à une audience au tribunal. Donc là aussi... Et on parle de faire des tours à Paris pour mettre de plus en plus de gens. C'est absurde. Alors que ceux qui sont potentiellement dans ces tours-là préféreraient peut-être dans une certaine... aller ailleurs. De rouler au diesel alors qu'ils n'ont plus de voiture. Non, mais ce qui me frappe, évidemment, on partage tout ce qui a été dit. Ce qui me frappe, c'est que ça sera toujours, je crois, compliqué de demander des efforts aux Français, parce qu'on va devoir faire des efforts collectivement et tous, tant que vous avez effectivement, des gabegies, tant que vous avez, je prends un exemple très simple, parce que Bérou on a parlé hier, tant que vous avez des comités Théodule, tant que vous avez des agences, tant que vous avez des gaspillages au niveau local, avec des hôtels de région qui sont importants, avec des ronds-points qui coûtent cher à la collectivité pour pas grand-chose, tant que vous avez ce genre de gaspillage, c'est sûr que c'est impossible de faire passer la pilule aux Français en disant globalement il y a des services publics qu'il faut qu'on supprime. Il faut faire des choix. En fait, le problème d'aujourd'hui, il est assez simple, c'est qu'en fait on n'a plus d'argent. Donc, puisqu'on n'a plus d'argent, il faut faire des choix.
Les services publics, c'est par définition illimité. Si on demande aux gens, est-ce que vous avez besoin de plus de services publics, tout le monde dira oui. Mais le sujet, c'est effectivement quels sont les services publics qui sont essentiels à la vie des gens. Les transports en sont évidemment. Puis là, ça touche d'autres questions, notamment à la politique industrielle de la France, qui a été complètement bradée ces dernières années ou complètement abandonnée. Parce que sans emploi, il n'y a pas de population qui se stagne. Enfin, mais c'est surtout qu'on concentre les emplois au même endroit, dans des endroits où il n'y a pas d'habitation. Enfin, exactement. Voilà. Mais sauf que sans emploi, il sera très compliqué, sans innovation, sans emploi, sans industrie, il sera compliqué de fixer des gens dans des territoires qui sont aujourd'hui dans des régions un peu éloignées de Paris. C'est aussi que ça. Éloigné de Paris, mais pas tant enclavé que ça. Quand vous êtes à Los-Sérène, vous êtes à 2h40, il faut 2h40 pour venir en train à Paris. C'est pas non plus le bout du monde. Donc il y a pas. Par contre, nous on a un problème dans le sud du département où il n'y a pas de route. Nous on a une 4 voies qui fait est-ouest au nord, et par contre au sud vous avez rien. C'est un désert. Pour aller à Clermont-Ferrand, c'est des routes, c'est presque des chemins de terre pour finir d'arriver. J'exagère, mais enfin c'est dans cet état-là aujourd'hui. Mais on parle des régions, je vous parle de Paris. Ma fille a un bébé dans une crèche. La crèche est fermée 4 jours parce qu'il y a un chauffage qui a sauté. Et il faut 5 jours pour faire venir un plombier. La crèche est fermée jusqu'à mardi prochain. Nous, on a un problème. Parce que vous imaginez... Je suis conseiller municipal Montaigu-le-Blanc, 400 habitants. La chaudière vient de tomber en panne et les gamins, ils n'ont pas de chauffage à l'école. Voilà, parce que la mairie, elle n'a pas le moyen aujourd'hui d'investir dans une chaudière neuve. Parce que 400 habitants, vous n'avez pas un budget qui vous permet d'investir dans une chaudière. Et pareil, une amie qui me disait ce matin, moi je vais dire à mes enfants de faire plombier ou des métiers manuels. Elle a un chauffage qui a explosé. Pas de plombier. Pas de plombier, il faut attendre 10 jours. Donc il y a quand même un problème de fonctionnement. Là, on n'est même pas dans le service public. Là, la crèche, si, en l'occurrence. Mais on va marquer une pause et on continue nos débats. Tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Voilà, moi j'aime bien ces coups de cœur, ces coups de gueule pour commencer, parce que ça nous fait parler de sujets, vous voyez, qui sont dans la société, qui font partie de nos vies et qui ne sont pas forcément à la une de l'actualité. Benoît, vous vouliez faire un coup de cœur? Un petit coup de cœur pour une fois. J'avoue qu'on se plaint souvent. Sur ce plateau, et beaucoup de coups de gueule, et là je suis content de faire un coup de cœur pour Christelle Morancé, puisque comme vous le savez, en France on a l'habitude, notamment quand on parle d'économie, d'un ping-pong permanent entre les 3 fonctions publiques, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale, les uns les autres se renvoyant la balle en disant non, nous on est déjà à l'os, on peut pas faire d'économie, et donc au final il n'y a jamais d'économies qui sont réalisées. Le dernier épisode, c'était vous savez, les économies qui avaient été envisagées par le gouvernement Barnier, à hauteur de 40 milliards. Vous aviez l'État qui devait faire 50% des économies, la sécurité sociale qui devait faire 37,7% des économies envisagées, sur 40 milliards. Et puis les collectivités locales qui étaient sollicitées à hauteur de 12,5% des fameux 40 milliards d'économies. Et là, évidemment, tous les syndicats d'élus se sont rués derrière les micros pour dire oh là là, c'est pas possible, on peut pas faire d'économie, on est déjà à bout, c'est absolument impossible. Je rappelle quand même que l'effort qui leur a été demandé, c'était 5 milliards d'euros, c'est à peu près 1,5% du budget des collectivités locales en France. Et puis surprise, là, il y a quelques semaines, on voit quelqu'un, tel une Jeanne d'Arc qui s'élève, en l'occurrence Christelle Morancé, qui est donc la présidente de la région Pays de Loire, et qui nous annonce, de but en blanc, écoutez, moi je pense qu'on a un vrai problème de dette en France et que tout le monde doit faire des efforts. Moi je suis président d'une région qui est assez importante, puisque vous avez un gros budget, à peu près un peu plus d'1 milliard d'euros. Eh bien moi je vais faire des économies parce que je pense que tout le monde doit faire des économies en France, tout le monde doit faire vraiment des efforts. Et elle a décidé de faire des économies de 100 millions d'euros, donc c'est à peu près 7% de son budget, sur la culture, le sport, le planning familial, et puis surtout, l'essentiel des économies, c'est le non-remplacement de 100 postes dans sa région. Quand on sait que les collectivités locales ont augmenté leur personnel de 44% depuis 20 ans. Je trouve que c'est quand même assez réjouissant de se dire qu'en fait, elle fait justement des choix. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on doit prioriser l'argent qu'on doit mettre dans tel ou tel service. Et elle dit, le rôle des régions, c'est vraiment la priorité des régions, c'est d'investir dans des lycées, d'assurer des transports, on en parlait tout à l'heure, et puis d'être un véritable soutien à l'économie et à l'emploi. Et moi, le choix que je fais, c'est que je mets le paquet sur ces priorités-là. Et effectivement, je décide d'enlever un certain nombre de subventions. Et elle cite cette phrase que je trouve géniale, qui est « Comment peut-on imaginer qu'une aide publique puisse être un acquis à vie et sans condition ?» Je pense qu'elle a complètement raison. Et je trouve ça assez formidable de dire qu'il y a encore des responsables politiques qui font attention à l'argent des Français. Oui, non, elle a pris des décisions très courageuses. Il y a eu une montée au créneau des syndicats, mais elle a été suivie par quasiment tous les politiques de sa... à exception faite de l'extrême gauche qui s'est, comme d'habitude, distinguée, mais elle a été globalement suivie des faits. Et c'est vrai que la régionalisation et la diminution du nombre de régions, loin de faire des économies, a créé des dépenses supplémentaires. Enfin, les régions sont devenues des espèces de mastodontes où il y a effectivement
effectivement du tri à faire. Alors je mettrai pas toutes les collectivités locales dans le même panier, parce que moi je viens d'un département très rural, comme je le disais tout à l'heure, et honnêtement, que ce soit les communes ou les communautés de communes, franchement, il n'y a pas de sureffectif en général. Il y a toujours de l'optimisation à faire, notamment dans les communautés de communes, mais il y aurait des regroupements à faire entre communes aussi, évidemment. Mais honnêtement, on fait un peu avec des bouts de ficelle quand même sur beaucoup de petites collectivités comme les nôtres. Oui, mais je pense qu'on est tous en mesure, tous les élus sont capables de faire 5% d'économie sur leur budget. Voilà. Oui. Je ne parle pas des petites communes rurales, évidemment isolées, évidemment, je ne parle pas de celles-là. Et Émile, celles-là, ça représente finalement pas beaucoup d'argent. Moi, je vous parle des grosses collectivités, et il y en a quand même énormément en France, qui, je crois, devraient aussi faire un peu de ménage. Les Comcom qui ont aussi la mission d'accompagnement économique, aujourd'hui, elles bouffent les 3/4 de leur budget en fonctionnement et elles n'ont plus de capacité d'investissement. Et c'est un vrai problème sur les territoires comme les nôtres. Oui, Franck. Alors moi, je vais m'inscrire un peu... je ne vais pas partager tout à fait votre point de vue. Ce qui me gêne, c'est pas l'idée de faire des économies, parce qu'après tout, personne qui a en charge un budget peut et doit même faire des économies. C'est que on extrapole l'initiative de cette présidente et on en fait une sorte de modèle. Et moi, ce qui me gêne, et c'est en ce sens que quelque part la République, ce n'est pas une somme de conseillers régionaux, ce n'est pas une somme de conseillers départementaux. C'est-à-dire que si tout le monde se met à faire cela, vous allez avoir un sujet de non-remplacement du service public, vous allez avoir un sujet aussi de crise économique. C'est-à-dire que, par exemple, et c'est pas moi qui le dis, des économistes de l'OFCE avaient dit que quand vous baissez trop fortement la dépense publique, eh bien, vous avez mathématiquement... Trop rapidement, c'est pas trop fortement, c'est trop rapidement. Trop rapidement, vous avez mécaniquement une baisse de la croissance. Et donc, ce qui peut se faire à l'échelle d'une région, après tout, pourquoi pas? Sauf que, et c'est ça qui me gêne un peu, c'est que cette initiative est toujours brandie sous l'angle du modèle à répliquer partout, et à répliquer même à l'échelle nationale, comme s'il suffisait, comme si, en fait... on était tous, où les hommes politiques étaient des sortes de gestionnaires comme des ménages. Mais non, la réalité pour un ménage, ce n'est pas la réalité lorsqu'on a en charge le service public et l'intérêt général. Ce n'est pas pareil. L'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts des ménages. Et c'est ça qui me gêne. Alors, on va commencer à parler quand même du discours de politique générale du président de la République. Et Franck, Premier ministre. Oui, j'ai dit président de la République. Premier ministre. Il n'est pas encore président de la République. Votre coup de gueule, ça concerne évidemment une de ces idées ou de propositions, c'est-à-dire de remettre les partenaires sociaux sur le tapis. Si vous voulez, c'est une partie, du discours de politique générale. Hein. C'est que cette méthode qui consiste en gros à ne pas donner la parole au Parlement dans un premier temps, c'est assez habile puisque l'Assemblée nationale a fait la preuve depuis quelques mois de son incapacité à tomber d'accord, pour des raisons d'ailleurs qui sont pas forcément liées à la personnalité des uns et des autres. Je pense qu'on psychologise un peu trop les questions. C'est des intérêts partisans. Il y a des logiques arithmétique, d'égalité de 3 blocs qui ont pour chacun d'eux 2 épouvantails avec lesquels ils ne veulent pas voter. Bon, c'est leur droit. Ils ont une vision du monde différente et après tout, c'est ça la politique. Ce qui me gêne un peu, c'est que la modalité qui consiste à contourner le Parlement, elle se fonde d'abord sur un diagnostic qu'on demande à une sorte de technocratie, alors représentant bien sûr l'intérêt général, la Cour des comptes, sauf que, pardon, mais ce diagnostic sur les retraites, il a été fait par beaucoup d'institutions, et des institutions très sérieuses. Donc là, on va remettre une couche, je ne vois pas pourquoi. Mais ce qui, moi, me gêne un peu plus, c'est de se dire, finalement, on va confier aux partenaires sociaux presque un rôle d'initiative parlementaire. Parce que si ils ne tombent pas d'accord, eh bien, à ce moment-là, la réforme Borne s'appliquerait. Donc, vous avez une délégation de la part de l'exécutif à contourner le législatif et à donner à des corps intermédiaires qui représentent leur intérêt particulier, et alors évidemment qui les confrontent, et ça crée
ça crée un intérêt général. Mais ils n'ont pas la même légitimité des parlementaires. Pardon d'être un peu jacobin sur les bords, mais la souveraineté, elle est une et indivisible, et c'est pas la somme de représentants de gens, de syndicats, de droite, de gauche, du milieu, du centre. Non, les parlementaires, ils représentent la nation. Alors, et ça me gêne un peu. Alors, on va vous répondre. On doit marquer une petite pause de pub sur Sud Radio. Un peu long. Et non, mais ça lance le débat. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Donc on évoquait avec votre coup de gueule, ça nous permet de parler du discours de politique générale du Premier ministre. Vous réfutiez cette idée de s'en remettre aux partenaires sociaux pour la réforme des retraites. Benoît Perrin, vous disiez que vous aviez des points d'accord. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Franchement, c'est une approche tactique des choses. Le fait d'essayer de calmer un petit peu les partenaires sociaux en disant, voyez, j'ai donné la parole à tout le monde, et puis ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, ou alors ils ont réussi à se mettre d'accord, on va voir ce qui va se passer. Mais ce qui est certain, c'est que c'est 3 mois de gagné, c'est repousser encore une fois l'évidence absolue. L'évidence absolue, c'est qu'on a d'énormes déficits au niveau de la retraite. Je crois quand même qu'il y a beaucoup de points négatifs dans le discours de politique générale du Premier ministre, notamment sur le côté un peu flou des orientations. En revanche, je crois qu'on peut quand même lui être gré de donner pour la première fois, je crois, vraiment une transparence sur le système des retraites. Il nous a expliqué, ce qui explique très bien Jean-Pascal Beaufret, qui est l'ancien directeur des impôts, il explique très simplement qu'aujourd'hui, les cotisations sociales permettent de payer seulement 65% des pensions. Donc je veux dire, le système, il est déjà déficitaire, et ça, on l'a toujours caché aux Français. Premier point. Deuxième point, c'est que les retraites sont subventionnées à hauteur de 20%, donc très concrètement de 70 milliards par justement des subventions de l'État et des subventions qu'on vient ponctionner dans les caisses des autres branches de la sécurité sociale. Autrement dit, le système des retraites est déjà dysfonctionnel. Et donc du coup, il faut qu'on arrive à trouver d'autres ressources, parce que de toute façon, il ne tient pas. Et c'est la première fois, je crois, qu'un Premier ministre finalement explique si simplement le problème actuel, qui est en fait, contrairement à ce que nous disent justement les responsables politiques depuis des années, et y compris le Conseil d'orientation sur les retraites depuis des années, en disant aujourd'hui ça va, mais demain ça va être la catastrophe. Non, la catastrophe, on la vit déjà. Et il faut bien comprendre que les cotisations sociales ne suffisent pas à payer aujourd'hui les retraites des retraités. Donc à partir de là, le système est invivable, sachant que, comme on le sait tous, ce système a été créé juste après la guerre, quand il y avait 5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 actifs pour un retraité, donc il va falloir trouver des solutions. Et dernier point, il faut faire vraiment très attention avec cette réforme des retraites, et c'est presque un soulagement qu'elle ne soit pas suspendue, en tout cas qu'on ne revienne pas dessus, ou en tout cas qu'on ait les mêmes exigences budgétaires. C'est que, on le sait bien, que on est quand même très tributaire des marchés financiers aujourd'hui, parce qu'on s'est mis dans une situation justement de déséquilibre structurelle des finances publiques, et donc on est obligé de faire attention à des grandes déclarations. Et on sait que la réforme des retraites, alors que partout dans le monde on repousse l'âge de la retraite, ou alors on introduit une dose de capitalisation, si les investisseurs estime que la France va revenir sur cette réforme structurelle, qui est à mon avis presque le seul point positif du bilan économique et financier d'Emmanuel Macron, eh bien j'ai peur que les taux remontent, et qui paie les taux d'intérêt, c'est les Français qui travaillent. Mais pourquoi on remet encore il y a eu des concertations, il y a eu des rencontres, ça a été voté. Alors, moi je parlerais plus d'habileté politique de la part du Premier ministre. Pourquoi ? Parce que oui, mais son objectif premier, c'est de pas se faire censurer. Donc vous avez la gauche, le RN, qui vous parle de remise en cause, de la réforme des retraites, qui demande la suspension. Donc la réponse est claire, il n'y aura pas de suspension. Et j'ai envie de vous dire, mais heureusement, on regarde nos déficits, et vous l'expliquez très, très bien quand on regarde les chiffres qui sont tout simplement colossaux. Donc ça aurait été de la part du Premier ministre irresponsable s'il avait cédé à ça en acceptant une suspension de cette réforme. Pourquoi je parle d'habileté politique ? Parce qu'il faut bien contenter la gauche, le RN, pour éviter cette motion de censure. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On envoie la patate chaude aux partenaires sociaux, et on dit en tous les cas le Parlement sera saisi par la suite une fois que les partenaires sociaux auront travaillé sur la base du rapport de la Cour des comptes. D'ailleurs, la première réunion était prévue ce vendredi-là, mais ça a été annulé. Non, si elle a lieu, mais elle n'a pas lieu à Matignon, elle a lieu au ministère du Travail. Donc elle a bien lieu, parce qu'on parle d'annulation. Finalement, ça a été reprogrammé ce matin. Bon, très bien. On va
avancer, mais je pense simplement que c'est plus... C'est tactique, c'est de la tactique. De la tactique politique, ça les occupe, et d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, elle ne sera pas remise en cause. Sinon, on a un gouvernement et un Premier ministre qui seraient irresponsables. Donc on occupe, histoire de ne pas se faire censurer. La réalité, elle est plus là, je pense. Moi, je suis pas d'accord. Je crois à l'intelligence collective, et honnêtement, les partenaires sociaux, ils ont réussi à mettre en place justement une part de capitalisation avec préfonds dans la fonction publique. Donc je pense qu'ils sont capables justement de faire des propositions qui sortent des dogmes et de l'idéologie dans lesquels s'enferment aujourd'hui les partis à l'Assemblée nationale. Et de toute façon, ce qu'a dit François Bayrou, c'est que s'il y avait une modification substantielle de la réforme telle qu'elle a été votée au Parlement, le Parlement serait amené à se prononcer sur les propositions des syndicats. Donc là où a raison Valérie, mais ça fait des mois qu'ils discutent. Qu'est-ce qui va faire qu'il y aura un miracle? Ils vont se mettre d'accord sur l'emploi des seniors, sur la pénibilité. Oui, c'est ça. Mais justement, Najwa, parce que tu sors... Après, j'aime bien espérer. Mais justement, parce que tu sors justement des débats stériles qui ont lieu entre la gauche et la droite et le RN, qui se renvoient la patate chaude sur des débats d'idéologie. Les partenaires sociaux, ils ont participé à des tables rondes, puis pendant des discussions. Oui, mais ils se sont jamais mis tous ensemble autour de la table pour se mettre d'accord sur une proposition de réforme. Ça n'a pas été fait. Vous parlez de la droite, de la gauche, machin. Vous pensez qu'ils vont se mettre d'accord, les partenaires sociaux? Je suis sans doute un idéaliste encore, et je crois en dialogue social. Est-ce que vous me permettez d'être un peu sophiste sur les bords, Valérie? C'est-à-dire que moi, je constate que je suis le seul à être en défaveur de cette réforme Borne, et c'est le cas de 2/3 ou 3/4 des Français. Pourquoi? Pas forcément parce qu'ils sont tous concernés, pas forcément parce qu'ils sont tous démagogues, mais parce qu'ils sont peut-être en train de se dire qu'il y a une nécessité, vous avez raison, lorsqu'il y a des déséquilibres qui sont persistants, de les rétablir. Sauf qu'ils se disent, moi, est-ce que je dois assumer à 100% le coût de ce rééquilibre? Ils ne sont pas à dire, on ne veut rien changer. Ils sont prêts à changer les choses. Mais simplement, il faut peut-être ouvrir le débat. Vous parlez d'idéologie, de dogme, etc. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers non plus. Oui, là, je vous parle de la majorité des Français. Oui. Alors, on ne fait pas un sondage. Mais l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et parfois, l'intérêt général, c'est être impopulaire. Non, oui. Vous pouvez pas considérer que vous êtes quand même obligé de postuler un peu que je dirais que les citoyens sont doués de raison, de vertu, et qui sont capables de penser pour l'intérêt général. C'est même l'esprit même des Lumières, c'est de se dire je suis capable de dépasser ma propre condition. Je termine simplement parce que c'est là où je voulais en venir. L'idée, c'est pas de se dire c'est l'autre qui doit payer, c'est le voisin qui doit payer. L'idée, c'est peut-être de dire oui, il y a un déséquilibre, mais on va partager le coût de ce déséquilibre. Là, il se trouve que dans la réforme Borne, ce sont les actifs qui payent 100% de cette tentative de rééquilibrage. Moi, je crois qu'on peut tout à fait... et on est presque dans une logique de classe. C'est de se dire... peut-être faut-il verser son écho, mais peut-être aussi faut-il demander à d'autres sources de financement. Et je pense par exemple à des gens qui ont fait des fortunes colossales depuis le Covid. Colossales. Vous regardez la valeur des biens immobiliers, vous regardez la valeur des biens boursiers, vous apercevrez qu'on n'est pas du tout en 2012 à l'époque de François Hollande. On a changé d'univers. Vous avez en très peu de temps des gens qui ont accumulé beaucoup de fortune. Et je pense que les Français, en gros, se disent il faut tout simplement qu'il y ait un équilibre de l'effort, qu'il soit partagé. On veut bien y mettre un peu, faire un effort, mais les autres doivent aussi le faire. Et ça, je trouve que c'est finalement très rationnel. Ce n'est pas du tout dogmatique, ce n'est pas du tout idéologue. C'est une logique je dirais, presque républicaine. Moi, je pense qu'il faudrait essayer de trouver un système qui récompense justement les gens qui soient dans l'obligation, suite au report de l'âge de départ à la retraite, de travailler davantage. J'imagine, on sait tous qu'il y a des emplois qui sont effectivement pas très épanouissants, et je comprends très bien, enfin, je veux dire, c'est du bon sens qu'on n'ait pas envie de bosser 2 ans de plus. Néanmoins, je pense qu'encore une fois, déjà, une partie des gens qui sont les plus fortunés dont vous parlez, il ne faut pas oublier qu'ils paient déjà beaucoup d'impôts. Donc, leur charger encore la mule, j'ai
évidemment très peur qu'ils partent. C'est du chantage, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, eux aussi font des choix rationnels. Idem pour les entreprises. Et du coup, moi, je me dis, pourquoi on n'inventerait pas des systèmes un peu originaux, typiquement une surcote, c'est-à-dire que, en gros, oui, vous travaillez 2 ans de plus, mais vous gagnez beaucoup plus parce qu'on vous allège vos charges sociales, par exemple. Ce qui permet aux salariés qui, effectivement, tirent la langue et pas emballés de travailler 2 ans de plus, au moins, ils se disent, pendant mes 2 années d'efforts supplémentaires, je vais gagner beaucoup plus. De toute façon, pour moi, le système des retraites, il fallait moi, j'étais député à l'époque, il fallait le revoir de fond en comble et repasser à la retraite par points que la CFDT soutenait à l'époque, et ce qui aurait été beaucoup plus sage de faire ça, puisque au moins on avait un syndicat qui était prêt à le défendre et prêt à se mettre autour de la table pour discuter et pour l'améliorer. Donc c'était ça mon avis, mais même dès la réforme Borne, il aurait fallu aller au vote. Moi, c'est ce que j'avais dit au président de la République à l'époque, aller au vote, et s'il perdait, remettre la réforme par points sur le tapis pour je sais pas, jusqu'au dernier moment j'y ai cru, mais le lundi ça a tout changé. Donc voilà, il s'est passé par 49.3, soit c'est comme ça. Mais aujourd'hui, de toute façon, vu la courbe démographique, si on veut préserver notre retraite par répartition, et il faut la préserver, et une équité dans les retraites, et il faut introduire une dose de capitalisation. Enfin, je veux dire, tous les pays au monde le font. C'est totalement irresponsable pour des raisons totalement dogmatiques. Il faut l'encadrer. Il faut pas faire n'importe quoi avec la capitalisation. Il faut pas arriver au fonds de pension américain. C'est pas la question. Mais introduire une dose de capitalisation comme on l'a fait avec Préfonds dans la fonction publique, ça fonctionne plutôt bien, ça crée des systèmes plutôt vertueux, plutôt équilibrés, les pharmaciens aussi, 50% qui sont voire excédentaires, le système de retraite des pharmaciens. Donc je veux dire, voilà, il faut arrêter, sortir des postures à la con qui sont ancrées dans certains partis politiques depuis des dizaines d'années et qui savent même plus pourquoi ils défendent ce qu'ils défendent. On va marquer une petite pause et on va avancer. Peut-être vous me direz ce que vous en avez pensé du discours de François Bayrou hier, ou en tout cas si on en lit la presse, si on fait une petite revue de presse ce matin, c'était un peu flou. Il y en avait pour tout le monde. Ça me faisait penser aux Deschiens, qui n'en veut. Allez-y, les gilets jaunes. C'était un peu pour tout le monde, mais encore une fois, comment on finance tout ça, comment on a recréé 3 nouveaux machins de comités interministériels et autres, alors qu'on parlait d'en supprimer. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, le discours de politique générale, qu'est-ce que vous en avez retenu à part la création de 3 ou 4 nouveaux machins, fonds, modernisation de la vie publique, ça va coûter... a priori, qui repose sur la vente du patrimoine de l'État, donc un certain nombre d'immeubles. Mais son discours, encore une fois, sur la forme, était plutôt c'était intéressant, mais... Oui, c'était du Bayrou, quoi, donc c'est pas très structuré, c'est un peu... Enfin voilà, il a toujours fait comme ça un peu, c'est pas quelqu'un de rigide, donc voilà, il a dans le phrasé, c'est quelque chose de particulier par rapport à ce qu'on entend d'habitude, quoi, on va dire. Bon, on passera sur les feuilles qui étaient pas dans le bon ordre, mais oui, c'est assez particulier dans la forme, mais voilà, on le connaît quand même depuis quelques années, François Bayrou, donc il a toujours été un peu comme ça. Après, oui, forcément, il essaye de faire plaisir à tout le monde parce que tout simplement, la survie de son gouvernement, elle tient à un fil. Enfin, je veux dire, il est possible que dans 3 mois, il saute, le gouvernement. Donc voilà, comme le gouvernement Barnier a tenu que 3 mois. Donc effectivement, il faut qu'il cherche des compromis un peu partout. Et pour le moment, il a surtout cherché avec la gauche. Bon, force est de constater, vu les discours du PS hier soir, que je suis pas sûr que le PS va être très très bienveillant très très longtemps, quoi, globalement, de ce que j'ai compris. Donc surtout poussé par LFI. Oui, surtout quand Jean-Luc Mélenchon explique que tous ceux qui voteront pas la motion de censure qu'ils vont déposer auront des candidats LFI face à eux aux prochaines dissolutions qui peut intervenir dans l'année qui vient. Joie, vous avez retenu quoi ? Moi, ce que j'ai retenu, c'est le phrasé et l'humour. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez flou. Alors, je vais pas citer Martine Aubry, mais quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. On parle de 30 milliards. Ouais. Là, c'est pas le Premier ministre qui précise ça, c'est la ministre au compte public, Amélie de Montchalin, qui dit bien le gouvernement, dans le projet de loi budgétaire, va plutôt s'engager sur 30 milliards d'économie de dépenses. Ouais, on les a pas entendus dans la discussion de politique générale. Par contre, en effet, on l'a pas entendu dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Mais elle fait le service après-vente, la ministre des Comptes publics. Donc 30 milliards d'économie de dépenses, mais on cible quoi, comment on fait, enfin pour l'instant... Plus 20 milliards de recettes supplémentaires, je crois. On n'en sait rien. On parle en effet, face à ça, 20 milliards de recettes supplémentaires, mais comment, on ne sait pas où.
vous. Donc tout ça est très très flou. Alors moi j'entends les mots, parce que les mots ont un sens, pacifier, stabilité, mais bien sûr que les Français ont besoin de stabilité, ne serait-ce rien que pour se projeter. Bien sûr qu'il faut pacifier les relations et trouver le sens. On parlait tout à l'heure d'intérêt général, et trouver le sens de l'intérêt général pour qu'on se sorte de ce bourbier. Mais moi je le vois pas à l'instant T. Donc vous avez, j'en terminerai par là, un Premier ministre qui a pour principal objectif d'éviter la motion de censure, de faire voter un budget 2025, c'est ça sa priorité. Et donc, comme vous disiez, Valérie, faut bien qu'il contente les différentes forces politiques en présence au sein de l'Assemblée nationale. Mais tout ça reste flou, il n'y a pas de cas précis. Franck de Dieu. Je suis assez d'accord avec vous. Il n'y a pas eu de précision sur les économies en ce qui concerne les dépenses publiques et pas beaucoup de précision en ce qui concerne la hausse des impôts. Alors on pourrait se dire, mais après tout, un discours de politique générale, on s'est presque mal habitué. Un discours de politique générale, il est fait pour dessiner les grandes lignes d'orientation, des grandes lignes directrices. Sauf qu'aujourd'hui, compte tenu des circonstances, journalistes, observateurs, citoyens, députés, ils attendent des mesures concrètes. Et là, elles ne viennent pas. Et d'une certaine manière, on se dit, si elles ne viennent pas, c'est que François Bayrou, non pas qu'il manque de vision, mais il a plutôt besoin de contourner l'obstacle, vous l'avez dit, pour s'attirer les bonnes grâces des uns et des autres. Et donc, quelque part, il confirme un peu cette solide réputation qu'il a d'être celui qui remet à plus tard la décision finale. Donc, effectivement, ça laisse un certain flou, mais encore une fois, je dirais qu'il renoue presque avec les discours de politique générale des années normales, des temps normaux de la Ve République. C'est exactement. Je suis complètement d'accord. Quand j'écoute les discours de politique générale, en fait, on est toujours d'accord sur les constats. De toute façon, c'est toujours une même histoire. On a un problème de dette, un problème d'éducation. Faut qu'on régule l'immigration. Il y a des problèmes divers et variés qui se posent. Il y a trop de bureaucratie, machin. De toute façon, les discours de politique générale, c'est toujours des constats auxquels finalement tout le monde souscrit. Le seul enjeu de ces discours, c'est évidemment les solutions. Et là, ça a été dit, on reste complètement sur notre faim. On nous sort le traditionnel argument de on va faire des économies sur les agences, il y a trop de normes en France, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il crée des comités dans la foulée, comité interministériel sur l'immigration, sur le handicap, sur l'outre-mer, il crée une délégation sur la retraite, une conférence nationale sur l'eau, une conférence sur les transports, enfin bref, je veux dire, il y a de tout, et ce qui me fait très peur, c'est qu'en fait, on a l'impression quand même d'une espèce d'exécutif ou presque de classe politique qui, mais effectivement, préfère sauvegarder justement les fonctions des uns des autres plutôt que de prendre des décisions courageuses. Moi, j'attendais beaucoup. Même si j'étais évidemment pas très... j'étais assez dubitatif spontanément, mais je m'étais dit, on sait jamais, à la fois de Barnier et de Bayrou, en disant, globalement, compte tenu des circonstances, on va, entre guillemets, casser les codes. On va vraiment être très audacieux, quitte à être censuré, mais enfin, au moins, on part avec le panache. Là, très concrètement, on a un gestionnaire, là, vraiment, quasiment en temps de paix, quoi. Ils peuvent proposer des choses audacieuses, sauf qu'à l'Assemblée nationale, telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a rien qui passe. Mais c'est pas grave, parce que, ça aura permis quand même aux Français d'entendre des solutions nouvelles, parce qu'en fait, on nous sort toujours les mêmes solutions depuis 50 ans. Donc déjà, c'était, je trouve, l'occasion d'être imaginatif, quelles que soient les orientations qu'on a, mais juste vraiment trouver des nouvelles solutions. Et deuxièmement, c'était de toute façon l'objectif, c'était, je crois aussi, de poser des graines en quelque sorte. Puis après, il y en a qui n'écloront pas, mais il y en a d'autres qui seront peut-être reprises par les gouvernements d'après. Et je trouve que là, c'était vraiment, en situation de crise, il faut vraiment des solutions nouvelles et pas reproduire ce qu'on fait depuis 50 ans. Et là, on a vraiment l'impression, je pense que les Français ont cette impression-là, d'avoir un discours qu'on a entendu 150 fois. L'incertitude, c'est terrible, parce que moi, justement, dans les cérémonies de vœux, j'en ai fait quelques-unes depuis la semaine dernière, depuis 15 jours même. Je veux dire, je vois des tas d'artisans qui me disent, et ça suffit, quoi, parce que en fait, les bons de commande sont vides, parce que les collectivités qui sont dans des territoires comme les miens, les principaux donneurs d'ordre pour faire des travaux divers et variés, les routes et autres, aujourd'hui, elles sont
totalement paralysées. Elles investissent pas parce qu'elles savent pas où ça va, elles savent pas quelles économies il va falloir faire, et donc il y a des artisans qui commencent à vider les bons de commande et qui ne savent plus s'ils vont pouvoir continuer à garder leurs salariés. Donc ça va avoir des répercussions dans la vie quotidienne des Français. 1500 suppressions par semaine dans le monde de l'artisanat en France. Oui, 1500 par semaine. C'est ça. En plus des problèmes économiques qui sont mondiaux et qui sont pas que franco-français, qui sont européens, on surajoute cette crise-là. Et comme vous le disiez, le problème, c'est que des réformes courageuses, il ne pourra pas y en avoir. Admettons, ils font un texte sur l'immigration, le gouvernement tombera sur un texte sur l'immigration. Je ne suis pas Madame Irma, mais je vous le prédis, parce que la gauche trouvera que ça va trop loin, le RN trouvera que ça va pas assez loin, et ils vont censurer comme un seul homme, parce qu'en plus, le RN n'a aucun intérêt à ce que Retailleau réussisse à marcher sur ses plates-bandes. Donc je peux vous dire qu'un texte immigration, le gouvernement tombe tout de suite derrière. Oui, moi, je vais être directe. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que le Premier ministre doit garder la maison jusqu'à la prochaine dissolution. C'est pour ça qu'il contente tout le monde. Faut qu'il contourne en effet l'obstacle. Ils sont pas dupes non plus. Donc, parce que la moindre réforme, le moindre audace, en tous les cas, ça passera pas à l'Assemblée nationale. Donc là, faut garder la maison. Et pourquoi ? Parce que si ce gouvernement il saute, derrière il y a quoi ? Et les filles attendent que ça pour des élections présidentielles anticipées. Le RN qui a beau jeu de jouer l'arbitre, mais c'est pareil. Donc si ce gouvernement tombe, celui qui est en première ligne, c'est le président de la République quand même. Hein. Mais alors, je reviens à ce que j'ai dit. Voilà. Vous n'avez pas un Premier ministre qui va se retrouver à être audacieux, à faire des propositions qui sont dans l'innovation, etc. Non, il n'y aura pas de courage. Je mets mon billet. Et là, je vais refaire Madame Irma, pas tout à fait, parce que je connais bien le président de la République, en l'occurrence, et je vous annonce qu'il ne démissionnera pas, le président de la République. Donc de toute façon, c'est peine perdue pour LFI et RN, et de toute façon, ça ne solutionnerait rien. Tout à fait. Bon, on n'a pas eu le temps de commenter quand même ce chiffre de la hausse de la consommation de la cocaïne en France. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire entre l'état de la France et ça, mais c'est vrai que le chiffre est astronomique. Plus d'1 million de consommateurs en 2023. C'est une étude publiée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Le précédent chiffre, c'était 660 000, je crois. Donc il y a eu quand même une progression assez importante. Mais on a continué dans la logique uniquement prohibitionniste, ça marche super bien, ça marche partout dans le monde, ça marche formidablement bien. Continuons avec le tandem Retailleau-Darmanin. La légalisation des drogues. Non, on va pas demander. La légalisation de la cocaïne certainement pas, mais la légalisation du cannabis résoudrait un certain nombre de gradations. On essaye de les résoudre plutôt que de mettre le mouchoir dessus et de faire semblant de les résoudre. Mais quel lien entre la cocaïne et le cannabis ? On n'a pas tout à fait le temps de le développer, mais aujourd'hui le cannabis, c'est ce qu'on appelle, on va faire du marketing bas de gamme. C'est le produit d'appel pour le dealer de bas de quartier, et une fois qu'il a vendu du cannabis, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient acheter du cannabis, il essaye de fourguer d'autres drogues qui sont plus addictives, qui font revenir la personne plus souvent et qui augmentent son chiffre d'affaires. Voilà comment ça se passe. Le cannabis, il faudrait exactement le même raisonnement avec des drogues pas des salons parisiens ou du bistrot du coin. Et ce sera pas. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est de comparer, d'ailleurs ça existe, cette étude comparative où vous avez des pays qui ont légalisé, les Pays-Bas, vous avez les États-Unis, savoir comment ça se passe. Mais quand je vois les États-Unis, ça m'effraie en fait. Non, mais les États-Unis, c'est le contre-modèle puisqu'ils ont fait du tout business. Mais le Canada, ça marche. Le Canada, la consommation. Mais Amsterdam, c'est de la dépénalisation. Là aussi, j'ai fait un rapport là-dessus. J'ai mené plus de 100 auditions. J'aimerais bien qu'on le lise, juste qu'on le lise. Et après, on en discute. Il n'y a pas de problème parce que j'entends des arguments en boucle qui sont des conneries, mais monumentales. Les Pays-Bas, c'est de la dépénalisation, c'est pas de la légalisation. Ça fonctionne pas. Ça stimule le trafic. Le Canada, ça marche. Aujourd'hui, ils ont diminué la consommation des mineurs. Les États-Unis, ça marche pas parce qu'ils font du business, ils font des pubs 4x3 pour fumer du cannabis. C'est pas ce qu'il faut faire. La légalisation, c'est pas le droit à tout. C'est l'encadrement et c'est essayer de lutter contre les addictions et contre les trafics. Et la prohibition ne marche pas, il ne marchera jamais. C'est fini pour aujourd'hui. Dommage qu'on n'a pas eu le temps de développer ce sujet. Mais ce sera pour une autre fois. Merci à vous. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.